Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Lutte kurde. On a eu envie de lancer ce podcast courant janvier. À ce moment-là, on a eu plein d'idées différentes de sujets à traiter. On a fait une liste très longue de sujets qu'on souhaitait aborder dans le cadre de ce podcast. On aurait aimé symboliquement commencer par parler de la question des femmes, qui est une question centrale pour les Kurdes. Et puis, dans la nuit du 6 février 2023, à 4h17 heure locale, un séisme majeur de magnitude 7,8 a frappé le sud-ouest de la Turquie, une partie du Kurdistan et le nord de la Syrie. Ce séisme a été ressenti fortement sur plus de 500 km. Ce séisme a donné lieu à de nombreuses répliques et a occasionné près de 60 000 morts à minima, sachant que ces chiffres sont fortement contestés. Au réveil, j'ai échangé avec un ami qui m'a dit « mais ce drame, il aurait pu être évité ». Et moi, évidemment, je me suis demandé « mais comment est-ce qu'on peut éviter une catastrophe qui est naturelle ?» Évidemment, je me doutais bien qu'il y avait une question de respect des normes parasismiques. Mais à ce moment-là, je réalisais pas encore très bien que des séismes de magnitude supérieure dans d'autres pays avaient pu occasionner très peu de morts. Il faut rappeler qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, la sismologie ne peut qu'estimer les lieux et les périodes de temps où des séismes sont susceptibles de survenir, notamment sur la base du taux moyen de l'activité sismique passée dans une région. Néanmoins, on sait quelles sont les zones à risque. Alors, ce qui s'est passé en Turquie, au Kurdistan et en Syrie, ça pose des questions qui sont majeures. Ça pose des questions en lien avec la politique du logement. Ça pose des questions du travail de prévention qui est fait en amont. Alors, on a décidé que pour introduire ce podcast, on allait dédier 2 épisodes à cette catastrophe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout comment ce drame aurait pu être évité. La Turquie, elle est à la croisée de 3 plaques tectoniques. À ce titre, elle est très régulièrement frappée par des tremblements de terre. On estime, en règle générale, que 7 habitantes et habitants sur 10 y vivent dans des zones qui sont classées à risque. Mais comme le disait déjà le journaliste Guillaume Perrier, spécialiste de la Turquie sur le plateau de l'émission C'est dans l'air, dès le mardi 7 février 2023, s'il y a autant de victimes en Turquie, c'est avant tout parce que les bâtiments sont de mauvaise qualité. De nombreux expertes et experts ont critiqué l'AFAD, qui est l'agence nationale chargée du risque sismique, en cause la politique de construction massive de logements qui a été lancée par le pouvoir il y a plusieurs années. Des immeubles qui ne respectent pas les normes antisismiques ont été construits dans des zones qui sont pourtant à haut risque. Les bâtiments de l'entreprise publique Toki, qui est chargée de la construction des logements sociaux, ont été parmi les plus touchés par les séismes. Pourtant, compte tenu de la situation géographique et géologique du pays, la question des séismes devrait être traitée de manière aussi sérieuse que les questions économiques et les questions géopolitiques. Il faut savoir qu'en 1999, le gouvernement turc a introduit une taxe pour prévenir et gérer les tremblements de terre. Depuis, le gouvernement n'a toutefois pas pris les mesures suffisantes, ni amélioré la protection contre les catastrophes. Plutôt que d'investir dans la recherche, la prévention et l'aide d'urgence, le gouvernement a utilisé cet argent pour renforcer plutôt l'armée turque. L'AKP d'Erdogan a aussi financé des projets de construction d'entreprises dans des conditions dangereuses pour la vie des habitants et des équipements publics, qui, bien que situés dans l'une des zones sismiques les plus actives au monde, n'ont pas été construits et protégés de manière préventive pour faire face à ce type de catastrophe. Le HDP, le parti pro-kurde dominant dans la région affectée par le séisme, avait proposé la création d'une commission chargée du risque sismique. Mais cette proposition avait été rejetée par la majorité parlementaire de l'AKP en janvier 2020. Quand ce drame est advenu, notre projet de podcast n'en était qu'à ses débuts. On n'avait pas encore l'expertise technique requise, mais on a décidé de se lancer parce que on voulait entendre les personnes qui en France ont été parmi les plus actives pour apporter de l'aide. On a estimé que c'était essentiel de pouvoir garder des traces, de témoigner de ce que ce séisme a pu occasionner sur place, mais aussi pour les personnes ici, en France, qui ont tenté, comme elles le pouvaient, de venir en aide aux victimes. Il est nécessaire de se souvenir de ce drame qui a eu lieu en février, même si l'actualité est
le lot d'horreur qu'elle charrie nous pousse parfois à oublier les drames du passé. Ce podcast a aussi pour vocation de rappeler que les survivantes et les survivants ont toujours besoin d'aide. Alors dans ce premier épisode, nous avons choisi de laisser la parole à Berivan Firat, qui est porte-parole du Conseil démocratique kurde en France et qui a pris la parole à l'occasion d'une journée de soutien organisée dans les locaux de la mairie de Montreuil, et aussi de laisser la parole à l'association PASEM qui œuvre à Stein et qui a été extrêmement active pour venir en aide aux victimes. Nous avons souhaité donner la parole aux deux coprésidents. Vous allez d'abord entendre Ibrahim Terkivatan, coprésident de PASEM, puis Fidan Boyroukchan, coprésidente de PASEM. Il faut savoir que les tremblements de terre, ils sont inévitables. Les températures froides, elles sont inévitables également. Mais la question qui se pose, c'est comment les gens survivent au séisme, aux conséquences des séismes et à des températures glaciales grâce à des politiques préventives qui sont adaptées. Les témoignages qui nous sont parvenus des zones sinistrées ont laissé entreapercevoir une moindre prise en charge dans les villages et les villes à dominante kurde, arabe et alévi. Pourtant, ce sont précisément ces territoires qui habituellement font l'objet d'une surveillance accrue de la part de l'État turc. Et avant de laisser la parole aux invités de ce premier épisode de podcast dédié aux luttes kurdes, je souhaite citer les paroles de Ilan Kelman, qui est professeur en catastrophe et santé à l'UCL, Institute for Risk and Disaster Reduction à Londres, et qui a affirmé « La catastrophe est davantage causée par la pauvreté et l'oppression que par le tremblement de terre lui-même. Les tremblements de terre ne tuent pas les gens. Les bâtiments qui s'effondrent tuent les gens. C'est pourquoi je ne parle pas de catastrophe naturelle, mais de catastrophe tout court. » C'est pour cela que aider les gens à se reconstruire sur leur terre avec des bâtisses capables de tenir face au séisme, parce que nous savons que ce sont des zones sismiques depuis des siècles, c'est pas nouveau, et les aider à rester sur leur terre. C'est pour cela que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de les aider, et que nous avons choisi le soleil rouge comme phare pour aider tous ceux qui ont été impactés par le tremblement de terre, car nous avons la même position comme nous avions au Rojava, à Kobane, à Raqqa et ailleurs. Nous faisons de l'aide sans faire de distinction. Au Rojava, c'était pareil. Les nôtres ont été combattus pour les Arabes, les Syriaques, les Turkmènes, les Kurdes, les Yézidis. Et là, on aide sans faire de distinction ethnique, culturelle, politique. On aide parce qu'il faut aider l'humain. Donc c'est dans ce cadre-là, et vu que le soleil rouge correspond vraiment à cette philosophie qu'en tant que Conseil démocratique kurde en France, nous avons décidé de passer les aides via le soleil rouge Rojasor, qui, à travers d'autres associations aléniques et aussi des syndicats, réussit à envoyer les aides jusqu'à en Turquie, au Kurdistan, mais aussi une partie de la Syrie qui est complètement laissée pour compte. Donc voilà, c'est pour cela que nous avons choisi le soleil rouge, pour que ces aides soient distribuées sans distinction. Je répète, quand le sang il coule rouge pour tout le monde. Et les larmes sont incolores pour tous. Les cris des enfants, ce sont les mêmes, peu importe la race, l'origine et les convictions politiques. Est-ce que vous avez des personnes qui sont allées sur place? Qu'est-ce qu'elles ont constaté? Horrible, horrible. Tout le monde est arrivé ici avec une, comment dirais-je, avec une situation psychologique qui nécessite le traitement carrément. C'est bouleversant, bouleversant. Je ne veux pas décrire les scènes, ce qu'ils ont nous dit, mais c'était horrible, c'était horrible. Ce qui c'était important, l'État était absent. C'est ça qui a paralysé le jeu. L'État était absent. Tout le monde a rendu à son destin. Non, il n'y avait plus rien du tout. Déjà, bizarrement, je dirais bizarrement, parce que depuis
premiers 3 jours, ils ne sont pas intervenus. Mais la condition climatique était horrible. Moins 25 degrés, moins 27 degrés étaient constatés par un ami. Il essayait de rester dans la voiture pour ne pas être chez les camarades qui sont partis d'ici. Et plupart de morts, pas seulement sur le décombre, même à l'extérieur, c'est à cause de gel. Pour ça qu'ils ont interdit de déclarer l'état de mort des victimes. Tout le monde était noté comme à cause de tremblement de terre. Ça n'a rien à voir. Même il y avait de loup qui a descendu, qui a commencé à manger le cadavre. Réaction de l'État pour secourir. La réaction de population. Nous, en tant que l'association, c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Nous avons franchement, en tant que l'association, on était à la hauteur. On a fait tout ce que nous pouvons faire. Alors, on a envoyé le tente, on a envoyé des containers, on a envoyé l'alimentation. HDP était très, très, très actif, très actif. Le premier jour, toute la municipalité du Kurdistan, ils ont envoyé des équipes, des cuisines, des aides à chaque ville, pas que dans notre région, Elbistan Passage, à chaque ville. Et ça gêné beaucoup l'État. Ils ont commencé à confisquer, désigner administrateurs judiciaires au centre de distribution et toutes sortes de blocages. Parce que ça montrait une alternative humaine, politique, de gestion de cet événement. Ils ne voulaient pas. Donc, si je comprends bien, vous, ce que vous constatez, c'est une absence de l'État turc dans la gestion de la crise et encore de façon plus prégnante pendant les premiers jours. Et du coup, le HDP et d'autres associations qui se dépêchent sur place pour faire le travail qui devrait être le travail de l'État. L'État qui doit le faire. Et quelle a été la réaction de l'État à ce moment-là? Empêcher par tout moyen, brutal des fois. Par exemple, imaginez Khoja Hassan, il y a un centre de distribution d'une GMV. Eux, ils ont intervenu avec une centaine de gendarmes. Vous ne pouvez pas distribuer, c'est nous qui allons distribuer le manger, l'alimentation, le premier besoin. Et ils ont résisté, mes camarades. Et ces jours-ci, il y avait 14 personnes qui étaient envoyées ici aussi par notre association pour aider aux sinistrés. Et on a résisté, mais finalement, l'État a confisqué, a fermé cet établissement. Et ils disent qu'ils vont distribuer eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est une bonne question. Parce qu'au moyen, on n'en a pas de confiance. Ce qu'on a pu constater après les événements, c'est que dans les premiers temps, tout le monde était évidemment sous choc. Mais ensuite, il y a quand même des voix qui se sont levées, des articles de presse un peu détaillés qui ont été écrits pour dire que, en fait, la plus grande partie de cette catastrophe aurait pu être évitée. Que certes, il y a une dimension catastrophique naturelle, mais que c'est aussi un problème politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument. Et toute la question, c'est la corruption. Une corruption horrible. Il y a des bâtiments qui n'a touché à rien. Il y a des bâtiments, même milliards de bâtiments, parce que ce qui était resté au début, c'est très peu. Tout le reste, c'était comme le château de carton. C'est horrible. Il y a des appartements qui, selon le chiffre, dans notre région, selon le chiffre, 250 personnes qui étaient dedans. Aucune survivante, aucune. Parce que la Turquie, l'urbanisme, toutes les démarches d'urbanistique étaient gérées par la municipalité. Quand la municipalité, et plus 99% de la municipalité, c'est géré par le parti au pouvoir en Turquie. Et eux, déjà, ils ont un problème avec le science. Dans leur logique, ils ont des problèmes avec le science. D'autant plus, ils sont tellement corrompus que mais c'est ça. Donc c'est la raison de laquelle s'il y a à cet niveau de catastrophe, c'est à cause de sa gestion. Ça, on pourrait éviter.
On pourrait largement l'éviter. À cause de la corruption, si je comprends bien, c'est qu'il y a des entreprises de construction qui construisent sans respecter les normes sismiques et qui, en fait, ne sont pas inquiétés par rapport à ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire les entrepreneurs et qu'ils ont construit ces bâtiments-là, ils ne sont pas respectés, mais parce qu'ils ont alimenté avec le fonds les différentes municipalités. Ça veut dire, ça c'est dommage quand cet gouvernement est arrivé avec une séisme. Et probablement, ils vont partir avec une séisme aussi. C'est dommage, le séisme 1999 à Istanbul. Et juste après, ils ont légiféré une législation très, très scientifique là-dessus, mais ils ne sont pas respectés. Ils ont respecté pendant quelques années, après ils ont lâché. Ouais. En français, on a une expression qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, et encore moins les gouvernants. Donc là, si je comprends bien, les lois existent, donc c'est pas un problème de législation, mais c'est effectivement un problème de corruption. Oui, absolument, absolument. Et maintenant, ils sont en train d'arrêter quelques entrepreneurs, quelques promoteurs, mais la dimension, c'est pas ça. La dimension du problème, non. Par exemple, en Elbistan, bizarrement, le bâtiment de municipalité d'urbanisme n'est pas touché beaucoup. Mais les premiers bâtiments qu'ils ont démolir, c'est ça. Parce que pour faire disparaître les preuves. Le premier bâtiment qu'ils ont démoli, c'est ça. C'est tellement clair, aberrant que... Voilà. Et suite au tremblement de terre de 1999, il y a un impôt qui a été mis en place qui est censé financer justement la prévention sur la question des tremblements de terre. Qu'est-ce qui est devenu de cet argent? C'était une fonds qu'ils ont collecté énormément de l'argent. Énormément. Et ça, ils ont utilisé pour d'autres moyens, pour d'autres besoins, et pas pour les victimes, non plus pour la construction des bâtiments en normes. Ils ne sont pas utilisés. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Là, on sait maintenant que les élections qui étaient prévues pour le 14 mai ne seront pas reportées. Voilà, parce que constitutionnellement, c'est compliqué en Turquie de reporter des élections. Pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que la date initialement prévue soit maintenue? Très, très bonne nouvelle. On ne veut pas attendre. On veut pas attendre. On veut que ça soit un changement, qu'il y ait un espoir qui naît, parce que la Turquie, ça devient une véritable dictatoriat. Une véritable dictatoriat. Un État très, très, très centralisé, qui ne répond à rien du tout. Rien du tout. Et c'est la raison de laquelle, ça c'est un espoir pour retourner à un système parlementaire démocratique. C'est un vrai espoir. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut y arriver que l'élection, ça prime de notre activité vis-à-vis le tremblement de terre, vis-à-vis les victimes, parce que c'est très très important. Et paradoxalement, c'est lié. C'est lié. Cet changement, qu'est-ce que ça va faire, cet changement, cet espoir, le nouveau espoir? Il y aura énormément de retours vers la région pour reconstruire avec un espoir. Donc vous disiez à l'instant que vous allez célébrer le 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes, mais que cette année ça va être un peu particulier parce qu'il y a toutes les familles que vous connaissez qui sont touchées par le séisme. Oui, pour ça on va la faire. Mais c'est pas une journée exactement comme avant, mais comme les condoléances, tu sais, c'est tout, parce que toutes les femmes qui viennent ici, c'est le tremblement de terre est touché sans famille, les maisons, tout. Parce que tout le monde, dans la famille, il y a beaucoup de choses. Tout le monde. Ils ont perdu sans famille, en plus les maisons, souvenirs, tout. Avec ses parents. C'est une difficile situation. Comment on va expliquer? C'est un peu dur. En plus, je n'ai pas trouvé une mot que je vais dire exactement, on va sentir quoi.
C'est très, très difficile. Situation difficile. En plus, il n'y a pas de maison. Exemple, ma mère, elle est Turquie. Tous les enfants, ils sont dans l'Europe. Elle est toute seule là-bas. Mais quand ils en sont sortis, parce que le nez est cassé, elle a resté 1 semaine avec le nez cassé. Tu sais, c'est très difficile. Quand on a parlé, elle a pleuré. Après, ma soeur, elle est partie pour qu'elle va ramener ici. C'est comment en expliquer, je sais pas. Tu sais, c'est quoi que je suis maintenant? Je n'arrive pas à parler. Et votre maman, elle était pas bien? Est-ce qu'il y avait plus de place dans les hôpitaux? Parce que ma mère, elle est 86 ans. Ah oui. Elle est 86 ans. Maintenant, on a ramené à Istanbul. Ma soeur, qui habite Hollande, elle est partie avec son fils. Ils ont cherché. Ils ont ramené à Istanbul pour qu'elle ramène ici. J'ai fait les papiers ici, mais les consuls français, ils ont fait rien. Ils ont fait rien. Ma soeur, elle a demandé pour Hollande. On a attendu pour le visa. Elle est encore à Istanbul. Elle est dans l'hôtel avec ma soeur. Elle est avec votre soeur? Oui, ma soeur, heureusement qu'elle est partie, elle est avec elle. Est-ce que vous en voulez à la France de pas avoir facilité le fait que des membres de la famille puissent venir auprès de leur famille ici en France? Parce qu'en Allemagne, c'est quelque chose qui a été fait. En Allemagne, ils ont dit, s'il y a des gens qui sont touchés par le tremblement, ils peuvent rejoindre les membres de la famille en Allemagne. Oui. En France, c'est une proposition qui a été faite, mais je sais pas, ils n'ont pas donné la réponse. On a plusieurs fois, on a demandé, on a parlé, mais je sais pas. C'est... Comment on va expliquer? Je sais pas. Ça veut dire, dans le monde, tout le monde, ils sont tous seuls là-bas. Il n'y a pas de personne qui va aider. Ni les Turquies, ni l'Europe. Oui, peut-être. Heureusement que les gens qui sont là-bas, ils ont dans l'Europe, ils ont ramassé un peu l'argent, ils ont envoyé quelque chose, ils ont parti, ils ont acheté quelque chose. Parce qu'on a fait le début, on a pris les 30 ans avec le pluie. C'est catastrophe. Ils ont dit que toutes les pluies sont entrées dans les 30. Après, on a commandé les containers. Maintenant, petit à petit, on a envoyé les containers, mais le Turquie, même, il ne laisse pas qu'on va envoyer les containers. Ces containers, quand on va envoyer, on a envoyé comme ça. Ça veut dire que moi, j'ai acheté pour ma mère. J'ai donné un nom de ma mère, j'ai donné un nom, prénom, qui ma mère, elle va toucher. Elle va prendre le container. C'est comme ça. Parce qu'il n'a pas donné l'autorisation. Il n'a pas donné l'autorisation. On est dans des situations très, très difficiles. C'est tremblement de terre, en plus les tailleurs d'Oran, il fait n'importe quoi. Je comprends rien là. Pourquoi il fait comme ça? Et ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Vraiment, il n'a pas de cœur. Exactement, c'est ça. C'est très difficile. On se rend compte que la solidarité, c'est là que c'est extrêmement important, parce que c'est la solidarité qui arrive un petit peu à contrebalancer le fait que l'État est absent. Voilà. Il est absent, il a fait rien. Encore maintenant, il est arrivé, même, il a dit, c'est cette maison, on ne peut pas habiter. Il a cassé, il n'a pas dit que elle va rester où? Il n'a pas pensé à ça. Début, tu vas casser, d'accord, on est d'accord. Mais elle va rester où? Personne qui l'adopte dans la maison. Il va rester où? Tu vas donner une tente, tu vas donner un container, je ne sais pas, pour les 8. On a besoin de tout. Il n'a pas pensé à ça. Même il n'y a pas pour les hygiènes, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilettes. Tout est cassé. C'est une situation qui est très catastrophe, c'est très difficile. Je ne sais pas. Ce que disent la plupart des experts sur la question, c'est que on sait qu'on est dans une région où il y a des grands risques de tremblement de terre. Et quand on sait ça, normalement, on est dans la prévention, c'est-à-dire qu'on achète des tentes, on stocke de l'eau, on est censé avoir des infrastructures pour pouvoir faire face à des problématiques de séisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait en Turquie. Ouais.
C'est vérité, ça. C'est très difficile. Ils ont perdu la maison, ils ont perdu les enfants, ils ont perdu les parents. Je sais pas, c'est toutes les familles qui sont là. Tout le monde, ils ont touché à quelque chose. Moi, j'ai perdu ma cousine, sa femme, c'est les enfants. C'est dans la campagne de mon père, 32 personnes qui sont mortes. Dans notre cas, ma mère qui vit, 32 personnes. Même les enfants, il y a des enfants qui ont 8 ans, 7 ans, 2 ans. C'est plus les jeunes. C'est très difficile. Ils on peut pas envoyer avec le camion, avec quelque chose parce que ça va mieux acheter là-bas. Ils ont donné. C'est parce qu'on a trouvé cette solution, on n'a pas d'une autre solution. C'est très difficile. C'est à peu près 1 semaine, 2 semaines, on a ramassé tout ici, on a dit on va envoyer. On a envoyé, ils ont bloqué, on a acheté les tentes, on a déposé l'argent, on a acheté les tentes, et ils ont pris les tentes, ils ont pas donné, ils ont resté dehors, tu sais, nous, on est paniqués, on va dire, on va le faire quoi, on va le faire. Après, on a trouvé une solution qu'on va acheter là-bas, caché, on a donné à le peuple. Tu sais, on est dans des situations n'importe quoi. T'as l'argent, tu peux pas acheter, tu peux pas envoyer. C'est une situation très très difficile. Mais ils ont, c'est l'État. Je sais pas pourquoi il fait comme ça. Je sais pas, c'est parce que nous on a dit peut-être on est kurde, on n'est pas des religions musulmanes, peut-être à cause de ça, mais c'est pas ça aussi, parce qu'il y a des villes, il y a des campagnes, villages qui ils sont musulmans, ils sont turcs, il a fait la même chose, eux aussi. Parce que il a fait pour tout le monde, je sais pas. Moi je pense qu'il a pas de cœur. C'est quelqu'un qui a le cœur, il n'a pas fait ça. Tu vas voir qu'en face soit quelqu'un qui est mort dans le... comment tu vas rester? Je sais pas si... Ça veut dire qu'il n'a pas de cœur, il n'a pas de... Il s'enterre sans rien, ça veut dire. C'est quelqu'un qui a le cœur, c'est quelqu'un qui est un peu sensible, sentir quelque chose, il n'a pas fait ça. Moi, je pense comme ça. C'est pas quelque chose politique. Même, tu sais, si tu l'aimes pas quelqu'un, tu vois qu'il arrive quelque chose, tu vas partir, tu vas aider. Moi, je peux pas. Si je vois quelqu'un, même quelle religion, quelle couleur, moi, je regardais avec l'humanité, avec mon cœur. Je peux pas choisir, non, ça c'est kurde, ça c'est turc, ça c'est ça, ça c'est ça. Ça c'est pas bien ça. Vous venez d'écouter le tout premier épisode du podcast Lutte kurde. Nous vous proposons un second épisode également dédié à la question des séismes qui ont eu lieu en février 2023. Les différentes personnes que nous avons entendues nous ont rappelé que cette catastrophe dite naturelle est surtout occasionnée par des politiques publiques inadaptées. En Turquie, des immeubles qui ne respectent pas les normes antisismiques ont été construits dans des zones qui sont pourtant à haut risque. Depuis plus de 20 ans, le gouvernement turc n'a pas pris les mesures suffisantes ni amélioré la protection contre les catastrophes. Et s'il y a eu autant de victimes en Turquie et au Kurdistan du nord, qui est donc le sud de la Turquie, c'est avant tout parce que les bâtiments sont de mauvaise qualité. Et ça, c'est un choix politique. Et on vous invite à écouter la deuxième partie de notre podcast dédié à la question du séisme.